Bonjour à tous. Combien d'élèves, d'étudiants utilisent ChatGPT pour préparer leurs devoirs? D'ailleurs, comment l'utilisent-ils? Et les enseignants, quelle place laissent-ils à l'IA dans les apprentissages? Comment voient-ils aussi évoluer leur rôle avec l'arrivée de ChatGPT? Toutes ces questions, on va les aborder ensemble dans notre Tech Talk. Ce sera la grande partie de cette émission. On aura aussi à la une un questionnement sur notre nouvelle relation numérique au travail. On parlera également de Snapchat et de sa mauvaise expérience avec son intelligence artificielle. Mais d'abord, je vous propose de découvrir une nouveauté qui peut être utile en ce moment pour vos vacances ou week-end prolongés. C'est un coffre-fort portable qui peut protéger tous nos biens précieux. Alors, la grande question du jour, c'est comment enseigner, apprendre à l'ère de ChatGPT, comment faire de l'IA un outil de puissance d'apprentissage finalement. On en parlera dans le Tech Talk aujourd'hui avec Benjamin Bechboum, cofondateur de Dailymotion, enseignant en data chez Aber School, et puis Raphaël Kostambez-Kebzinski, je vais y arriver, directeur du pôle éducation et IA au Learning Planet Institute. Bienvenue à tous les deux. Préparez vos arguments. En attendant, on va s'intéresser à un nouvel objet, un nouvel outil qui permet de protéger ses papiers, ses clés, pourquoi pas son smartphone. C'est un mini coffre-fort intelligent. Brice Cavelier, vous êtes le cofondateur et président d'Upfiner. Vous êtes connecté avec nous à distance depuis Toulouse, puisque votre start-up Upfiner est une start-up toulousaine. Alors, vous avez lancé donc sur le marché ce coffre-fort portable. Il est équipé de 2 systèmes de détection anti-vol et d'une alarme. On peut protéger, je l'ai dit, à peu près tout ce qu'on veut à l'intérieur, même si la place, finalement, conditionne ce qu'on peut y mettre. C'est un usage en particulier contre les risques de vol dans les lieux publics, quand on est par exemple à l'aéroport, mais aussi pourquoi pas en restaurant ou dans les transports en commun. C'est une criminalité importante aujourd'hui, ce vol à la tire dans les moments de déplacement? Oui, effectivement, puisque ça représente environ 1 million de tentatives de vol chaque année, avec un taux de succès, si on peut appeler ça un succès, de 77% pour les pickpockets. Donc effectivement, ça concerne beaucoup de personnes. Oui, c'est ça. 77% des vols aboutissent parce que les voleurs sont discrets. C'est-à-dire que même si on a ses affaires à côté de soi, finalement, on ne s'en aperçoit pas forcément. Et la valeur de ces objets est de plus en plus importante. J'imagine quand on perd son smartphone aujourd'hui, pour tous, c'est une catastrophe. Alors, votre innovation, elle m'a intéressée parce qu'il y a 2 systèmes de détection de vol. Alors, je ne sais pas si intelligent n'est pas un mot un peu fort, mais expliquez-nous comment ça fonctionne. Effectivement, donc le coffre se présente comme ça. Il suffit de mettre à l'intérieur ces objets de valeur, de l'allumer et puis de le verrouiller. Bon, je vais vous épargner l'alarme puisque c'est pas très agréable. Mais il y a 2 systèmes de détection de vol. Le premier, par exemple, je suis à la plage. Je vais mettre dedans mon téléphone, carte bleue, les clés de la voiture éventuellement, et je laisse le coffre sur la serviette. Je vais me baigner. Et si une personne tente de prendre le coffre, en fait, le coffre est en mode surveillance. Il va détecter ses mouvements, il va détecter les tentatives d'ouverture et il va m'avertir en enclenchant une alarme. Donc, c'est une alarme audible à peu près à une centaine de mètres. Donc, en fait, il faut voir le coffre comme un peu un ami qui va veiller sur nos affaires pendant que nous, on est occupé à autre chose et qui va nous prévenir en cas de problème. Donc, ça, c'est le premier système de détection. Et le deuxième, avec la version qui est connectée, donc je lie mon coffre à mon smartphone, par exemple dans un train, et pendant que je vais faire une sieste, s'il y a une personne qui tente de prendre le coffre et de l'éloigner de moi, c'est l'éloignement qui va enclencher l'alarme du coffre pour me prévenir. D'accord, donc dans un premier cas, on peut mettre son smartphone à l'intérieur, mais dans un deuxième cas, pas du tout. L'alarme, elle est... Plutôt le transport en commun. Ouais, d'accord. Et l'alarme, elle se déclenche à l'intérieur du coffre. Ça veut dire qu'on peut l'étouffer, peut-être, ce son, on peut l'éteindre? Alors, on peut l'éteindre, non. L'étouffer, donc vous voyez, le système d'alarme est ici. À l'étouffement, c'est-à-dire quand une personne va tenter de mettre la main dessus, on a un son d'environ 85 décibels. C'est ce qui représente à peu près une centaine de mètres. Lorsqu'il est libre, le buzzer, on l'entend à plus d'une centaine de mètres. D'accord.
Et alors, vous dites que s'il s'éloigne de moi ou s'il bouge, donc il va se mettre à sonner très fort. Mais moi, ça peut m'arriver peut-être d'avoir envie de récupérer un appareil, de bouger ce coffre. Comment est-ce que désactive cette alarme ? C'est très simple, il y a un clavier tactile dessus, il me suffit de taper mon code qui est paramétrable et ensuite je désactive la surveillance. Je vous entends sourire en plateau, là. C'est-à-dire que c'est un code de plus à mémoriser. Bon, en même temps, quand on a un coffre-fort, c'est normal, non ? Oui. Ça peut vous intéresser ? Sans doute. Vous n'êtes pas dans la cybersécurité, vous n'êtes pas suffisamment paranoïaque, j'ai l'impression, pour être... Je vais perdre mon téléphone portable, ça serait... un soulagement peut-être. Une autre façon de déconnecter pendant les vacances. Voilà. À la fois un soulagement et à la fois quand même... Oui, une inquiétude. Bon, et on va préciser quand même que là, on est face à un produit 100% made in France, que je disais que c'était une start-up toulousaine. Donc vous fabriquez tout en Occitanie ? Effectivement, tout est fabriqué à moins d'1 heure de Toulouse. D'accord. Et donc ça donne un produit qui coûte plus cher, moins cher que chez les concurrents ? Non, au final, alors les concurrents, il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais on est à une centaine d'euros disponibles en ligne. Voilà. Et combien il pèse ? Donc, ça ne fait pas un produit non plus pour un produit fabriqué en France. Ouais. Et alors, question en plateau, combien pèse-t-il ce coffre ? Ça fait 500 grammes. Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est bien. Ça reste léger. Oui, c'est léger. Ouais, ça reste léger. Ouais, et alors vous dites qu'il n'y a pas vraiment, d'équivalent sur le marché. Alors je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle quand on est seul sur un marché, mais comment est-ce que vous expliquez ça ? Il n'y a pas d'équivalent, je veux dire, il y a 2 acteurs majeurs sur le marché des antivols. Masterlock, une société américaine, et Abus, une société allemande. 2 sociétés qui font à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires chaque année. Donc les deux ont leur système antivol comme ça. Mais le fait d'avoir une alarme pour détecter le vol, un système de détection de vol et une alarme associée, c'est le seul produit. Maintenant, Masterlock a des petits coffres qu'on attache avec un câble antivol, par exemple. Ils ont aussi les boîtes à clés pour les Airbnb. Abus a des systèmes d'alarme, détection de mouvement qu'on peut accrocher sur un vélo. Mais donc il y a un marché, il y a des concurrents, mais ce système qui réunit l'alarme et le coffre nomade, c'est le seul pour l'instant. Ok, et donc là, vous êtes déjà déployé sur le marché depuis 1 an, je crois, mais la nouveauté, c'est le système connecté qui sort ce mois-ci en mai. Quels sont déjà les premiers niveaux de vente de votre premier produit ? Le premier produit, donc, on l'a lancé en juillet 2022, et pour l'instant, on a vendu à peu près 1 millier d'exemplaires. D'accord, et donc marché français ? Plutôt européen, oui. Plutôt européen, d'accord. Il y a des pays plus parano que les Français, que la France. C'est un produit qui se vend bien dans les pays avec beaucoup de plages. Donc Espagne, Italie, Grèce. Voilà. D'accord. Bon, et puis on vous trouvera à Vivatech, parce que je crois que vous exposerez sur ce grand salon de la tech qui se tient à Paris au mois de juin. Merci beaucoup, Brice Cavelier, pour cette découverte. Je rappelle donc que vous êtes le président, cofondateur d'Upfiner. Allez, c'est l'heure de notre talk. On va parler d'intelligence artificielle et d'apprentissage. Comment apprendre, comment enseigner à l'ère de ChatGPT avec cette démocratisation de l'accès des outils d'intelligence artificielle qui tombent entre chaque main, entre les mains d'élèves, d'étudiants qui peuvent les utiliser pour préparer leurs devoirs. Ça génère pas mal d'angoisse, pas mal de questions du côté des enseignants, mais on voit aussi l'incapacité de toute façon d'interdire ces outils et le potentiel de ces nouveaux outils pour travailler différemment les apprentissages. On en parle avec Benjamin Bechbone, donc cofondateur, ancien directeur général de Dailymotion. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes professeur de Python et d'analyse des données à Sciences Po, à l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci et à l'Albert School dans le cursus Data. Albert School, un petit mot dessus. On avait reçu le fondateur au moment de l'ouverture de son école, donc c'est une business
School, qui a vraiment mis la data au centre de tous ces enseignements. En fait, il veut casser la frontière, le fondateur d'Albert School, entre cet enseignement d'école de commerce et d'école d'ingénieurs. Exactement. Pour nous former tous, finalement, à la data dans tous les secteurs d'activité. Avec vous pour ce débat, Raphaël Kostambeiz-Kiebzinski, vous êtes entrepreneur, journaliste et enseignant-chercheur, spécialiste des sciences de la culture, directeur du pôle éducation et IA au Learning Planet Institute. Là aussi, un mot sur le Learning Planet Institute qui a mission donc d'explorer mais aussi d'expérimenter de nouvelles manières d'apprendre et de travailler ensemble, de coopérer. Déjà, est-ce que vous avez une idée, l'un ou l'autre, du niveau d'utilisation de ChatGPT à l'école, par les élèves, par les étudiants? Non. Les miens. Parce que j'imagine qu'on ne s'en vante pas. Les miens l'utilisent. Non, l'utilisent, on en a parlé. On Ouais. n'a pas fait l'autruche. On a essayé de ne pas faire l'autruche en tout cas. Donc on en a parlé et on essaye de trouver ensemble les meilleurs moyens de l'utiliser. D'accord. Voilà. Et quand vous dites les miens, c'est quoi? 100% de la classe, enfin des classes que vous avez? Moi, j'ai animé une masterclass au sein de mon école, donc on l'a tous utilisé, on l'a tous regardé. J'ai regardé avec eux, on a regardé ensemble comment ça pouvait nous aider. Et ils découvraient l'outil? Ou ils étaient Certains ont déjà découvert familiers avant moi. Certains Ouais. ont découvert. Il y a un élève notamment qui est venu me le présenter avant le mois de novembre. Et moi, j'ai découvert, en novembre. De votre côté, vous avez le sentiment que cet outil s'est très vite intégré dans les routines des étudiants? En tout cas, j'ai tendance à l'encourager chez mes étudiants. Alors, pas forcément ChatGPT en tant que tel, mais les outils IA de nouvelle génération qui sont à leur disposition. Et Quelle est la bonne façon de l'utiliser aujourd'hui, cet outil de d'intelligence façon critique. artificielle? je vais peut-être préciser quelque chose par rapport à mon titre, et ça va amorcer ma réponse. Ouais. Je suis juste directeur du pôle éducation au Learning Planet Institute, pas IA. Et d'ailleurs, nous, on insiste sur la nécessité de combiner intelligence naturelle, intelligence collective et intelligence artificielle. Et les trois vont ensemble, en tout cas, on s'efforce à faire en sorte que les trois soient articulés, justement pour essayer de trouver des bons équilibres, de garder une distance critique par rapport à ces trois formes d'intelligence. Parce que l'intelligence naturelle ou l'intelligence individuelle ou humaine, elle peut être augmentée par le collectif, mais l'intelligence collective doit être intelligente. Le collectif, parfois, dérape. Donc voilà, ça se mesure également. Et l'intelligence artificielle doit également être mesurée, critiquée. On doit prendre ses distances par rapport à cela. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui... je crois que j'écoutais Aurélie Jean sur une émission hier qui disait que les chercheurs sont des éclaireurs et non pas des extincteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est déjà de commencer à mesurer la façon dont l'arrivée de ces nouvelles formes d'intelligence artificielle impacte l'éducation. Et de ne pas attendre quelques années pour ensuite se dire « Ah ben mince, que s'est-il passé ?» C'est important qu'on commence à le faire aujourd'hui parce que ça nous permettra peut-être, on l'espère, de mieux naviguer ces eaux inconnues, qui restent encore un peu inconnues, de l'arrivée d'outils comme ChatGPT au grand public. Mais quand vous dites tous les deux, finalement, vous encouragez les élèves à s'intéresser à ces outils et à les prendre en main, quelle est la bonne façon de les utiliser ? Comment est-ce qu'on devient un meilleur étudiant avec ce genre d'outils ? Mon credo à moi en tant qu'enseignant, c'est de donner envie d'apprendre et de maintenir la curiosité. On va dire il y a une cinquantaine d'années, une centaine d'années, les machines étaient complètement à nu et on pouvait regarder sous le capot très facilement et on incitait à regarder sous le capot. On ne pouvait pas utiliser sans apprendre, il fallait comprendre pour utiliser. C'est le cas de l'informatique jusqu'à la fin des années 90, on va dire. Aujourd'hui, vous regardez un smartphone, ça donne plus du tout envie d'être démonté, ça fonctionne tout de suite, il n'y a plus besoin de comprendre pour apprendre. Donc il n'y a plus d'incitation à la curiosité. Cette incitation, elle se fait dans la classe, elle se fait humainement, par un échange humain, et c'est le danger de ChatGPT. C'est qu'il vient quelque part, il est tellement fort. Bon, alors aujourd'hui, il a des limitations, c'est pas le sujet de l'émission d'en parler, mais aujourd'hui, il est encore limité. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un mauvais développeur. Si vous êtes mauvais développeur, oui, il faut avoir très peur de ChatGPT aujourd'hui. Mais il reste évidemment une place pour les bons développeurs, pour l'inventivité et la créativité, et surtout dans l'enseignement, pour donner envie d'apprendre et transmettre la curiosité. C'est surtout ça
Je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir, en tout cas en cours. Évidemment, pas faire l'autruche. Certaines écoles ont fait l'autruche, on dit j'ai peur, je comprends pas, j'interdis. Évidemment qu'il ne faut pas interdire. Un codeur qui n'utilise pas ChatGPT, pour moi, ce sera comme un financier sans Excel. Ça ne fonctionne pas. Vous travaillez à Sciences Po. Sciences Po, c'est les premiers à avoir dit ça. On interdit ChatGPT. Je ne vais pas commenter. Au début, évidemment, ça fait très... Moi aussi, quand je l'ai vu arriver, j'avoue que j'ai vacillé, c'est un grand mot, mais j'ai pris une claque quand même. Ouais. Ça fait 30 ans que je suis dans la tech, c'est peut-être la plus grosse chose qui est arrivée depuis 30 ans. Il n'y a pas... Enfin bon, j'essaie de réfléchir, mais c'est quand même assez énorme. La techno, elle existe. La techno de l'IA qui est derrière, elle existe. Il y a eu la démocratisation d'Internet et puis le smartphone. Oui, mais tout ça est arrivé assez progressivement. Je veux dire, là, du jour au lendemain, il y a eu ChatGPT 3.5. Avant ChatGPT 3.5, c'était pas la ChatGPT 3.5. On a l'impression de parler avec un humain. Vous pouvez passer 10 minutes. Alors maintenant, on sait comment le mettre dans ses retranchements. On voit ses limitations, etc. Au début, c'était un petit peu... On dit, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au bout du fil, quoi. Et donc voilà, moi, ma réaction, c'est maintenir l'importance de l'homme, c'est-à-dire la machine, elle n'a pas d'envie. L'homme, il a des envies, c'est nourrir ses envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Qu'est-ce que j'ai envie de réparer ? Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on va se défendre face à ça. Oui, je rejoins. Oui, parce que Benjamin nous dit on a perdu cet apprentissage de comment fonctionne la machine, de l'intérêt pour le fonctionnement derrière les boîtes numériques. Là, à nouveau, il faut quand même remettre les mains dans le cambouis. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi de rappeler que apprendre le numérique ou apprendre avec des outils numériques, c'est pas une évidence, c'est pas si simple. Non, le tinkering, comme on dit en anglais, ce bricolage voilà. Et effectivement, c'est quelque chose. Je me rappelle d'avoir défait les postes radio dans ma jeunesse. Je pense que là où il faut effectivement insister, c'est que apprendre, c'est essentiellement un acte social. Ça demeure extrêmement important. Et ensuite, tu parlais des 50-100 dernières années. Je pense qu'on peut même remonter à un demi-millénaire, parce que je pense qu'à chaque fois, des nouvelles technologies, comme la presse de Gutenberg, la révolution industrielle, l'arrivée du web dans les années 90, ça bouleverse, ça bouscule l'acte d'enseigner et l'acte d'apprendre. Mais à la sortie du Covid, nous avons bien vu que distribuer des clés 4G et des ordinateurs portables aux étudiants ne suffit pas pour apprendre avec le numérique et sans doute encore moins avec l'intelligence artificielle. Et que là-dedans, il faut imbriquer ces questions-là dans une méthodologie d'enseignement et une méthodologie d'apprendre. C'est extrêmement important. Et donc, un focus sans doute à faire sur la littératie. C'est quelle littératie pour l'intelligence artificielle et comment enseigner et imbriquer l'enseignement de cette littératie dans l'ensemble des formations que nous proposons aujourd'hui. C'est-à-dire comprendre les codes de l'IA, finalement, comprendre la production des intelligences artificielles. Il y a enseigner avec l'IA, c'est utiliser les outils pour augmenter notre capacité d'apprendre ou d'enseigner, et il y a enseigner à l'ère de l'IA. Et ça nécessite effectivement un regard critique, encore une fois, quelle littératie, et comment lutter contre les fractures que cela peut aussi amener. Fracture. Alors, vous avez employé le terme d'apprentissage, c'est un acte social, le terme social. Est-ce qu'il y a un risque de déshumaniser l'apprentissage ? Pour moi, oui, 100%. Oui. C'est le premier écueil de tout le monde. Quand on a vu ChatGPT arriver, le premier écueil auquel on pense, c'est Skynet. Skynet, c'est Terminator, c'est la métaphore de la machine qui prend le pouvoir, qui peut nous dépasser, etc. Évidemment qu'il faudrait être fou pour ne pas y penser. Mais avant ça, il y aura peut-être la désinformation, il y aura peut-être des humains qui, du jour au lendemain, auront ce qu'on appelle une AGI, une intelligence générale artificielle, et donc qui pourront, s'ils sont intentionnés, prendre le pouvoir avant même que la machine le prenne. Mais pour moi, avant tout ça, il y a la perte d'utilité. Il y a la perte d'utilité de l'homme, et c'est contre ça qu'il faut se battre. Et la perte d'utilité de l'enseignant ? Alors, on peut... Si on reste dans ce sujet non. Quand c'était les caissières, je veux pas avoir... Quand c'était les caissières ou les dames qui travaillaient au péage, tout le monde a dit c'est super, vous inquiétez pas, ça va être génial, etc. Aujourd'hui, que c'est les avocats, les médecins, les codeurs, tout le monde... Oui, là maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui sont susceptibles d'être remplacés. Je veux dire, pour la loi, par exemple, pour le métier d'avocat... Aujourd'hui, on n'y est peut-être pas encore, mais dans quelques mois, on pourra peut-être garder qu'un avocat sur 10, peut-être qu'un médecin sur 10, peut-être qu'un développeur sur 10. C'est fort probable. Et c'est contre ça, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Et en même temps, ces outils vont peut-être sauver des grands problèmes de l'humanité, hein, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les maladies, que ce soit la pauvreté. Donc il faut garder espoir, les utiliser et réfléchir à comment pas se faire Oui, remplacer. mais Benjamin, sur l'enseignant, est-ce qu'on aura besoin d'un enseignant sur 10 ou au contraire de 10 fois plus Potentiellement, d'enseignants ça pour nous dépend- apprendre à les utiliser? Ça dépend ce qu'on appelle par enseignant. Pour moi, la vision de l'enseignant, c'est surtout quelque part ce que j'enseigne est peut-être un prétexte au rapport humain. Si c'est pris dans ce cas-là, Ouais. à ce moment-là, non, ça ne remplacera pas les enseignants. Pour ceux qui sont pas là pour prendre du plaisir, qui sont pas là pour exceller, mais sont là juste pour gagner de l'argent le plus vite possible, oui, à ce moment-là, peut-être qu'il n'y a plus besoin. Ça dépend de ce qu'on cherche. Voilà. Ce qui est, dans le rapport de l'UNESCO intitulé le consensus de Beijing, un des points qui est souligné, c'est la nécessité d'avoir une approche systémique sur le bouleversement de l'arrivée des IA sur la cartographie des emplois. Ce qui est intéressant, c'est que ce rapport sort en mai 2019, avant l'arrivée de ChatGPT, avant le Covid. Et voilà, mai 2019, on est presque 4 ans plus, enfin on est 4 ans plus tard d'ailleurs, et voilà, on revient à cette question, être éclaireur et non pas extincteur, voilà, anticiper. Parce que 4 ans plus tard, on commence à avoir ces discussions qui ont déjà été pointées. Et vous pensez qu'il y a un risque d'avoir moins d'enseignants demain, moins besoin d'enseignants demain? Non. Non. Pour moi, le risque, il existe. C'est-à-dire, si on va vers... on pense qu'à la recherche du profit instantané, oui, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'effectivement, ce sera moins cher d'apprendre avec ChatGPT. Aujourd'hui, il est limité. Dans un an, il le sera beaucoup moins. Il pourra tester le code qu'il produit. Il pourra aller sur Internet. Je veux dire, beaucoup de gens seront extrêmement tentés chez eux de se dire je vais me faire 2 ans de formation de ChatGPT. Oui. Je pense qu'il y a 2 questions. C'est est-ce qu'il y aura moins d'enseignants? Est-ce qu'il y a besoin de moins d'enseignants? Oui, tout à fait. Pas tout à fait la même chose. Ouais. Est-ce qu'il y aura moins d'enseignants? Peut-être, effectivement, il y a sans doute. Mais peut-être qu'on a, au contraire, besoin d'autant plus des enseignants. Mais ça, il faut prendre conscience. Pour nous accompagner sur ces nouveaux apprentissages. Il faut inciter à cette prise de conscience. Ouais. Et j'invite à écouter l'interview de Sam Altman, qui est le fondateur d'OpenAI et donc de ChatGPT, qui a fait un interview fleuve qui dure plus d'1 heure par Lex Fridman, qui est fantastique, où c'est peut-être le mec qui a le plus peur. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est génial, fantastique, etc. » Lui, il montre, alors il dit qu'il a des petites craintes, mais il explique clairement tous les écueils possibles. Et il dit clairement que cette perte d'utilité, on n'en parle pas assez. Et c'est le fondateur de ChatGPT. Oui, mais... Après... Oui, alors il appelle aussi à des règles éthiques. Et tout exactement. Ça, mais... Il dit je veux pas être seul. Il dit je veux pas être seul à gérer ça. C'est trop. Ça les empêche pas d'avancer. Hein. Mais bien sûr qu'il faut avancer. On peut dire on peut pas. C'est pour ça. Mais de la même façon, c'est pour ça que l'éducation nationale, les enseignants, les élèves, il n'y a pas moyen de se mettre des œillères. Enfin voilà, ce sont des outils qui sont aujourd'hui qui commencent à entrer en tout cas dans notre quotidien. Ça ne va faire que s'accélérer. Mais soyons rigoureux par rapport à l'utilisation de ces nouvelles intelligences artificielles. Et soyons rigoureux aussi par rapport à l'évolution de notre métier. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil justement aux enseignants par rapport à cette transformation-là? Alors, de ne pas avoir peur de l'outil et se demander finalement si ce type d'outil permet d'automatiser un certain nombre de nos tâches d'enseignants, peut-être que cela nous libère du temps pour se concentrer sur ce qui n'est pas automatisable. Et donc peut-être que cela nous donne plus de temps à développer ce qu'on appelle les compétences métacognitives, typiquement. On parle aussi de l'esprit critique, mais on peut parler d'agentivité, enfin ce qu'on appelle en anglais agency. C'est les Canadiens, je crois, qui nous offrent la traduction française d'agentivité. Donc développer ses capacités à agir sur le système plutôt que de subir, et de développer aussi une autre compétence métacognitive dont on parle souvent aujourd'hui, c'est la question de la résilience. Mais tout ça dans la co-construction de nouveaux savoirs. Ce qui est stimulant, c'est ça. Souvent, on peut dire que les systèmes éducatifs traditionnels sont un peu tournés vers les connaissances du passé, ce que nous savons déjà, et on va explorer et apprendre ces connaissances du passé, et par cet apprentissage, on va développer l'esprit critique. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut co-construire de nouveaux savoirs avec ces approches plurielles, pluridisciplinaires, comme propose Harvard School, justement, ce qui est tout à fait très intéressant, pour co-construire les nouveaux savoirs dont nous avons besoin, non pas uniquement pour faire face à l'arrivée de ChatGPT,
mais pour soigner notre planète, tout simplement. Et imaginer un avenir au-delà du réchauffement climatique et d'autres problèmes. C'est-à-dire que tous ces savoirs du passé pourraient être plus automatisés ou délégués au logiciel, c'est ça enfin, je sais pas, je te laisse peut-être... Non, j'allais donner un exemple très concret. C'est la Khan Academy qui utilise la technologie de ChatGPT pour développer un tuteur d'intelligence artificielle qui s'appelle le Khan Migo. Et là, on rentre dans un développement d'apprentissage adaptif, adaptive learning, très intéressant, qui essaye d'individualiser au maximum le parcours de l'apprentissage, donc au niveau de l'apprenant, au niveau individuel. Quelque chose que nous ne pouvons pas faire en tant qu'enseignants devant une classe de 20, 30 ou 40 étudiants, mais que l'intelligence artificielle peut offrir. Et donc là, nous, on rentre dans un rôle de médiateur. Il y a des expérimentations très intéressantes. Il y a un professeur aux États-Unis qui s'appelle Aumann qui travaille sur la dissertation et qui finalement dit... effectivement, aujourd'hui, les étudiants, ils peuvent demander à ChatGPT de sortir une dissertation. Donc, on va demander à ChatGPT de sortir une dissertation et je vais demander à mes étudiants de disserter sur cette qualité rédactionnelle de ChatGPT, sur les arguments qui sont présentés, comment ils sont présentés, etc. Et donc là, on est à nouveau dans le développement de l'esprit critique et on s'appuie sur ces technologies-là pour une avancée positive. Je voulais aussi vous faire... Oui. La réponse qu'on essaie d'apporter à l'Albert School, bien sûr, à l'Albert School, c'est curiosité, plaisir, collaboration. En tout cas, c'est la réponse que moi j'essaie d'apporter. Je pense qu'il va très bien et l'école Albert fera un écrin parfait pour cet esprit-là. Curiosité, plaisir, c'est-à-dire on n'est pas là que pour trouver les outils, on est là aussi pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait et donc inciter à la curiosité. Et les élèves aiment ça et ça se sent. Et surtout collaborer, que eux collaborent entre eux et qu'il y ait une vraie collaboration entre le prof et l'élève, qui ne soit pas une approche que top-down où je vais faire ingurgiter du savoir à des gens. Non, ça ne marche plus, ça. Ça offre un environnement de pédagogie par projet aussi, par exemple. Je voulais quand même vous interroger du coup sur la manière dont on va pouvoir évaluer les élèves dans leurs apprentissages. Il va falloir changer aussi les méthodes de notation, de qualification d'un bon apprentissage. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces méthodes ? Moi, je fais QCM papier sans ordinateur et sans téléphone. Je sais que ça paraît très... Oui, mais alors là, vous restez donc sur la méthode de notation classique. Pour moi, la note, elle est importante. Acquis, non acquis. Mais la note, elle est importante. Ce qui est important pour moi, surtout, c'est que tout le monde apprenne. Donc moi, au fur et à mesure de l'année, je vais aider tout le monde, ceux qui avancent plus vite, ceux qui avancent moins vite, etc. C'est ça qui est important. À la fin, il faut donner une note pour voir si tout le monde a bien travaillé, bien appris. Pour moi, le QCM papier, il est parfait. Ça permet de savoir est-ce que l'élève, il comprend ce qui se passe. Ça nous permet de donner une note. Et à côté de ça, évidemment, on fait des choses comme on fait des analyses de données à l'oral, où l'élève vient, il va se présenter, il va parler. Et les détecteurs anti-ChatGPT, c'est utile ? Moi, dans mon domaine, non, puisque ça, c'est intéressant quand on fait de la dissertation ou quand on fait de l'écrit. Quand on fait du code, non, c'est moins... Votre avis là-dessus, sur les méthodes d'évaluation des élèves ? Il y a plein de façons d'évaluer de façon différente. Donc, ce qui vient en tête, c'est la note. C'est l'évaluation distributive. On connaît très bien ces courbes où il y a un gros paquet qui ont 10, et puis voilà, peu qui ont 20 et très peu qui ont 0. Mais il y a beaucoup d'autres façons d'évaluer. Les évaluations narratives, où en fait on rédige avec les étudiants des rapports sur leur parcours d'apprentissage, les compétences acquises, comment les compétences ont été acquises, etc. Et puis, même dans une logique distributive, la note classique, il y a plein de collègues qui pratiquent du open book examinations, où en fait on dit, vous venez avec tout le matériel dont vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de triche possible, finalement, parce que le sujet lui-même amène ses réflexions. C'est que fait-on à partir de tout ce matériel ? Ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Code, mais comment est-ce que vous allez qualifier un bon apprentissage à l'ère de l'IA ? Qu'est-ce qu'un bon apprentissage ? Pour moi, c'est si l'élève prend du plaisir, si je le vois, moi je le vois en classe, quand je donne un sujet d'exercice, si ça démarre bien et que je comprends qu'il est en train d'apprendre et que ça va bien se passer. Voilà, je pense qu'il faut accepter la pluralité de la situation, que ce soit au niveau de l'évaluation, qu'une pluralité de modes d'évaluation sont possibles et on peut combiner à l'infini, et c'est ça qui est intéressant.
Et pour l'apprentissage, je rejoins cette notion de plaisir. L'idée aujourd'hui, c'est de créer ce qu'on appelle, nous, au Learning Planet Institute, une société apprenante, où on anime cette passion, mais pour qu'elle dure toute la vie. Et ce qui est important, c'est qu'une fois ayant quitté le système éducatif, on continue à vouloir apprendre. D'avoir envie d'apprendre. Donner envie d'apprendre. Oui, mais ça devient de plus en plus exigeant, parce que je ne sais pas pour vous provoquer de dire ça, mais les élèves peuvent aussi se dire, bon, bah, ces apprentissages-là, finalement, moi, j'en ai pas besoin, puisque j'ai une machine, un logiciel qui peut me les restituer quand j'en ai besoin. Donc, qu'est-ce qui reste intéressant à apprendre et donc à enseigner à l'école ? Aujourd'hui, dans le code, c'est pas encore le cas. C'est-à-dire que pour l'instant, ChatGPT ne peut pas remplacer mes étudiants. Parce que même s'il apporte beaucoup de pistes intéressantes et il est parfois impressionnant de lucidité, il dit quand même beaucoup de bêtises avec un aplomb déconcertant. Tout vérifier. Voilà, mais vraiment un aplomb déconcertant. C'est-à-dire qu'il vous parle bien, puis vous dit non, mais c'est comme ça. Il dit une grosse ânerie. Vous dites tu t'es trompé. Il dit ah oui, pardon. Et il ressort une grosse ânerie. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on n'y est pas encore. Raphaël, sur comment vous voyez l'enseignement dans le futur ? Pas aujourd'hui, mais comment ça va évoluer ? Cette redéfinition de l'enseignement. Alors, je vais les dire dans mes mots. J'ai tendance à dire qu'il faut accepter que l'enseignement sera quelque chose de non linéaire et qu'on est aujourd'hui dans cette navigation des eaux troubles ou inconnues et que nous avons à avoir une posture d'accompagnement dans la co-construction de nouveaux savoirs avec nos étudiants et plus être dans la posture de la voix du maître ou la voix de la maîtresse qui sait tout et que ChatGPT peut être un bon ami à partir du moment où on a soi-même les connaissances nécessaires pour évaluer la qualité des réponses qui sont données. C'est là où je rejoins Benjamin. La qualité des réponses qui sont données. Si on ne maîtrise pas les connaissances nécessaires... Ça ne fait que copier-coller. Voilà, pour analyser la qualité de ces réponses. C'est là la difficulté. Comment vérifier que l'étudiant a les connaissances nécessaires pour juger les résultats. Il faut lui transmettre. D'ailleurs, ça peut devenir un sujet d'examen. C'est-à-dire, demande à ChatGPT de faire ça. Où est-ce qu'il se trompe, débug-le. Et on revient à cette capacité d'analyser les réponses qui sont données. Comme premier conseil aux enseignants. Merci beaucoup à tous les deux. Benjamin Beigbaume, donc enseignant en data chez Albert School, Raphaël Kostambez-Kebzinski du pôle éducation au Learning Planet Institute. On se retrouve juste après la pause. On va parler de notre nouvelle relation au travail avec, là aussi, cette transformation numérique qui est venue s'immiscer. Vous regardez Bismart et vous regardez en particulier Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. C'est le moment de notre chronique C'est humain, chronique tenue par David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, la technologie, c'est humain, puisque c'est notre chronique. Elle modifie en profondeur notre relation au travail, moyennant quoi vous avez testé, vous, la semaine de 4 jours. Oui. 4 Comment jours, ça se passe ? mais un peu contraint et forcé, comme tous d'ailleurs, avec ces ponts magnifiques. Bon, ces ponts du mois de mai, dirons-nous. Il faut bien voir plus sérieusement que de plus en plus d'entreprises essayent actuellement la semaine de 4 jours. Il y a eu pas mal d'annonces depuis le début de l'année, avec un principe qui est assez simple. Vous travaillez moins de jours par semaine et un peu plus d'heures par jour. Et à la fin de la semaine, tout le monde y gagne. Des salariés qui ont pris goût à une certaine forme d'autonomie et donc de mieux maîtriser leur temps et d'avoir plus de temps à soi. Et les entreprises qui maintenant savent parfaitement jongler avec les plannings de leurs salariés et qui, elles, gagnent des mètres carrés. Donc tout le monde est content à la fin de la semaine. C'est pourtant un concept ancien. Il avait été théorisé par un économiste, Pierre Larouturou, qui est actuellement député européen, et par un député maire, Gilles de Robien. On était dans les années 90 et le succès a été tout relatif. Ouais. Je crois tout simplement que les mentalités n'étaient pas prêtes à l'époque. La crise sanitaire est passée par là et désormais, les mentalités et les salariés sont prêts. Oui, donc cette crise sanitaire a fait qu'on a tous basculé dans le télétravail, le travail à distance en 2020, rendu possible par la technologie.
Alors mieux qu'une baguette magique, la technologie et tous ces outils a joué comme un accélérateur de choses qui étaient déjà prêtes, non pas sur étagère, mais le haut débit filaire ou mobile était au rendez-vous, les infrastructures ont tenu, les équipements mobiles ou ordinateurs étaient tout aussi prêts. Et foison d'applications qui nous ont permis de jongler de réunion en réunion, Teams, Zoom, ou de messagerie, des plus anciennes aux plus nouvelles, Discord pour les parents qui avaient des enfants et qui suivaient leurs cours ainsi, souvenez-vous-en, ce n'était pas il y a si longtemps que ça, et les utilisateurs qui avaient déjà utilisé ces outils ont ripé d'un coup d'un seul, comme si de rien n'était. Ceux qui ne les connaissaient pas ont un peu plus galéré, mais se sont finalement assez vite mis également, créant effectivement de nouvelles habitudes. Et on a bien vu d'ailleurs, pour les entreprises, la difficulté à faire revenir parfois même leurs salariés à l'automne dernier. Souvenez-vous d'Elon Musk qui a sifflé la fin de la récréation et qui a demandé d'ailleurs que l'intégralité de ses salariés reviennent sur leur lieu de travail. Or certes, la grande démission, cette vague qui a touché les États-Unis, n'a pas touché les rivages européens. Néanmoins, on voit bien que le rapport au travail évolue, que les individus veulent donner plus de sens à leur vie et donc aussi à leur vie professionnelle. Et les entreprises l'ont bien compris. Beaucoup d'accords de télétravail ont été noués dans toutes les grandes entreprises. Et quels que soient les postes de recrutement, il n'y a plus une seule discussion qui ne parle pas à un moment du télétravail, que vous soyez le plus illustre ou le plus modeste dans l'organisation. C'est vrai. Et sans que cela ne nuise aux résultats des entreprises ? Au contraire, parce que les individus sont un peu plus heureux et un peu plus épanouis, et de fait, les salariés sont plus productifs, et donc l'entreprise a tout à y gagner. Et la puissance publique aussi, puisque si vous avez des personnes qui sont heureuses au travail, il y a des chances pour qu'elles s'y rendent, ou qu'elles y restent à distance, mais qu'en tout cas elles ne soient pas absentes. Et donc c'est bien une économie globale qui se portera mieux à la fin. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, le télétravail était quand même associé au dilettantisme, et c'était chose relativement rare avant les années 2020. D'ailleurs, il reste quelques stigmates. Je discutais récemment avec le directeur de la communication d'un grand groupe qui me disait « N'appelle pas mon assistante, elle est en télétravail. » La bonne affaire. Donc on voit bien qu'il faut encore faire évoluer un peu les mentalités, mais les choses ont changé. Les salariés reprennent le pouvoir dans les entreprises, ne serait-ce que parce que la main-d'œuvre devient un peu plus difficile à trouver pour des raisons démographiques. Et donc l'entreprise n'est plus un espace fermé, mais au contraire un hub dans lequel on vient échanger, dans lequel on vient travailler de manière agile, dans lequel on a des méthodes partagées, et dans lequel parfois on vient aussi travailler. Et ça vous semble être une organisation idéale, David ? Alors, je ne vais pas parler d'un rêve sur Terre au sens où on voit bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de métiers qui ne se feront pas si vous ne vous déplacez pas. Oui. Et d'ailleurs, ceux qui ont à se déplacer sont ceux, pour ces métiers-là, qui habitent le plus loin. On le voit bien, les télétravailleurs, je ne vais pas dire les bobos, dans une sorte de gentrification qui fait que les classes aisées investissent des lieux dans des villes en particulier, sont ceux qui habitent le plus près de leur travail, là où ceux qui ont besoin de se déplacer habitent en périphérie, en banlieue, au banc de la cité d'ailleurs, si on reprend l'étymologie même de ce mot. Et on voit bien que d'ailleurs le débat sur les retraites qu'on a vécu, avec toutes ces tensions, avec toutes ces incompréhensions, a montré aussi une certaine forme d'antagonisme. Et c'est bien un débat plus large sur l'avenir du travail dont on a besoin, d'autant plus qu'on voit bien qu'avec l'émergence de solutions d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, chacun s'est posé la question de savoir si son propre métier ne serait pas en péril à terme. D'ailleurs, ça fait la une de tous les journaux. Oui, et on en parlait tout à l'heure juste avant dans le domaine de l'éducation. Débat donc sur la destruction créatrice. Est-ce que selon vous, on va vers la fin du travail ?
Non, mais on va vers la fin d'une certaine forme d'idée du travail. Le travail n'est plus une vertu cardinale, il faut bien le reconnaître, qui permettait de s'élever, de se distinguer, de s'épanouir. Désormais, les loisirs, les voyages, la famille remplissent très bien cet office. Et puis on parlait de raisons démographiques. Le travail est devenu une option de nos vies. Il y a encore 50 ans, c'était plus de la moitié de sa vie. Désormais, c'est moins, entre des études un peu plus longues et des retraites en bonne forme, malgré tout un peu plus longues également, qui font qu'au final, vous avez des personnes qui, en plus à la retraite, arrivent en plutôt bonne forme et auront un deuxième emploi qui n'avait juste rien à voir avec le premier. Et c'est là où la technologie est intéressante, c'est qu'elle permet aujourd'hui de démultiplier les métiers et les activités. On nous avait dit qu'on ne ferait pas le même métier et le même employeur toute notre vie, mais on ne savait pas qu'on en aurait plusieurs en même temps. Merci beaucoup, David Lacomblette. C'était votre chronique C'est humain, David Lacomblette de la Villa Numéris. Tout de suite, notre rendez-vous avec Où va le web ?